Merci. Bonsoir à tous. Effectivement, quand on analyse un peu la situation de tous les militants, on m'entend là? Je crois que je vais me mettre debout. J'aime bien être debout. C'est mieux là? Ok. Donc effectivement, quand on analyse un peu la situation de tous ces militants qui sont emprisonnés, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, on a toujours le même centre. Et le même centre névralgique. La première cause est la colonisation. Aux États-Unis, qui est l'un des champions du monde en colonisation, emprisonne en masse. Pas un petit peu, en masse. On va d'abord commencer rapidement avec les autochtones, que vulgairement on appelle les Indiens. Qu'est-ce qui s'est passé? On a les Cheyennes, les Apaches, les Iroquois. On a toutes ces populations-là qui existaient, qui ont disparu pratiquement, qui ont été massacrées et après emprisonnées. Qu'est-ce qui s'est passé? La colonisation. Après, on arrive avec la période où la plupart des Noirs aux États-Unis demandent une égalité. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une répression sévère. Parce qu'ils pensent que les Noirs vont devenir une menace pour les États-Unis. Donc, dans les années 50, fin des années 50, le gouvernement américain met en place un programme qu'on appelle COINTELPRO. COINTELPRO est là pour mater la révolution noire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Dans un premier temps, c'est pas qu'elle les emprisonne, hein. Elle tue directement les leaders. Et dans les premiers leaders, bon, je ne veux pas dire les premiers leaders qui sont tués, on a bien sûr Malcolm X, Martin Luther King, on a Little Bobby Hutton des Black Panthers, on a Fred Hampton, et tous ceux-là sont très jeunes. Ce pas des gens qui ont été violents ou quoi que ce soit. On les tue littéralement. Bon. Et en même temps, les États-Unis, en fin de compte, ne restent pas seulement aux États-Unis à tuer les gens. On peut sauter en Afrique, où on arrive, on a le massacre en 58, bien sûr avec l'aide en 61 de Lumumba, mais il y a aussi leur avatar qui est la France, qui tue aussi une Yobé en 58, et ça continue comme ça avec Thomas Sankara. Alors, lorsqu'ils ne sont pas tués, on les met en prison. Mais on ne les met pas en prison pour 5 ans, pour 2 ans. On les met en prison jusqu'à leur mort. Et là, on voit que parmi les... Je citais quelques prisonniers politiques aux États-Unis. On a Sundiata Acoli, 84 ans, enfermé depuis 1974. On a Edouard Poindexter, Moutoulou Chakour, qui est décédé maintenant, qui est resté toute sa vie pratiquement en prison. On le sort juste parce qu'il a un cancer, hop, on sait qu'il va mourir, donc on le sort. On a Jamal Abdullah Almin, Léonard Pelletier, Moumia Abou Jamal, Jalil Moutakim, et pour ne citer que cela. Donc il reste 40, 50 ans au pouvoir. Et on a un autre ancien membre des Black Panthers, Russell Schultz, qui a été condamné à la perpétuité parce qu'on l'avait accusé d'avoir tué un policier. C'est toujours ce montage qu'on essaie de faire. Et vous verrez que ce montage-là, jusqu'à aujourd'hui, il se perpétue parce qu'on va le retrouver jusqu'en Palestine. Comme les champions du monde forment des élèves, et Israël a un super élève qui met en prison aussi et qui tue énormément. Donc on va mettre en prison une personne, mais pendant 22 ans, on va le mettre en isolement. Vous imaginez qu'est-ce que c'est l'isolement? C'est ça. On parle à personne, on voit personne, on ne voit pas la lumière du jour pendant 22 ans. Et demain, ils vont nous dire que eux, ce sont des démocrates. Et la plupart n'étaient pas violents. Donc, j'aime bien faire le lien avec colonialisme parce que on ne met pas quelqu'un en prison parce qu'on veut le mettre en prison. On veut le mettre en prison pour stopper quelque chose. Donc, on met les gens en prison souvent parce qu'ils gagnent idéologiquement. Parce qu'ils ne peuvent plus
les battre idéologiquement. Donc pour ça, il faut les isoler. Et ils pensent que casser, en mettant en prison, ils cassent la dynamique révolutionnaire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons que reprendre la révolution de 1960 qui a été perdue par les nôtres et que nous reprenons le flambeau aujourd'hui pour lutter. Que ce soit en Palestine, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, le seul mot est la colonisation. Parce que la colonisation, pour ces États-là, est un mode de production. Un mode de production. Ils ne savent pas travailler. Ils préfèrent voler. Et quand ils volent, si vous n'êtes pas d'accord, on vous met en prison. Ou on vous tue. Donc aujourd'hui, la colonisation est le gros fléau. Quand on voit ce qui se passe en Palestine, c'est incroyable. Ces gens-là ont toujours vécu là. Pourquoi ils devraient partager cette terre? Ils n'ont qu'à donner Monaco aux Palestiniens, aux Israéliens. Ils n'ont qu'à donner Philadelphie aux Israéliens. Combien d'armées africaines il y a en France ou en Europe? Mais quand vous leur dites de partir, parce qu'ils sont là depuis 50 ans, ils n'ont même pas libéré un poulailler, ils vous disent que non, vous n'êtes pas démocratique et que nous devons venir vous aider. C'est incroyable. Et aujourd'hui, le colonialisme ne veut pas mourir. Et pourquoi il ne veut pas mourir? Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce fameux mode de production. Vous savez que dans les prisons américaines, les gens travaillent. Il y a je ne sais pas combien de milliards de dollars qui sortent des prisons américaines. Mais il y a combien pour les prisonniers? Que des centimes. Rien du tout. Et dans les prisons israéliennes aussi, merci. Donc, vous voyez que c'est toujours la même histoire, colonisation, mode de production, qui permet aux colonisés de ne jamais parler et aux colonisateurs d'avoir tous les droits de tuer. Parce que comment on peut tuer des gens et dire que non, ils ont le droit de tuer parce qu'ils sont un gouvernement démocratique? C'est quoi la démocratie? Si nous appliquons la même démocratie qu'eux, donc on va venir, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, on va tuer les gens, on va les mettre en prison, et on va faire des élections en disant que nous sommes démocratiques. Donc pour en arriver, je fais un petit parallèle avec ceux qui arrivent au mouvement Ourou. Donc depuis, le mouvement Ourou, comme il a été dit, a été mis en place, a été créé en 1972 par Omali et Chetila. Et ce mouvement est né en Floride. Et la base de ce mouvement est la lutte de libération des Africains partout là où ils sont dans le monde. Et la création d'un pouvoir noir. Nous sommes un mouvement révolutionnaire. Voilà pourquoi on nous attaque. Si on était un mouvement commerçant, ils nous auraient juste empêché de vendre nos produits. Mais nous sommes un mouvement révolutionnaire pour libérer toute l'oppression africaine qu'il y a partout dans le monde, pas seulement en Afrique, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. On le voit aujourd'hui dans les îles. Et on voit que les opprimés sont toujours traités de la même façon. Donc le 29 juillet 1922, le FBI arrive dans les bâtiments de Ourou, aussi bien dans les maisons. 2022, oui. Ah, 1922. C'est parce que c'est toujours la même chose. Quelles que soient les dates, c'est toujours le même procédé. Donc, le 29 juillet 2022, le FBI arrive avec des drones à Saint-Louis. À Saint-Louis et en même temps à Saint-Pétersbourg, là où il y a tous les autres bureaux. Donc, en même temps, ils attaquent, écoutez bien, avec des drones, des grenades assourdissantes. Si vous regardez dans Hands of Ourou, Hands of Africa, vous verrez la vidéo de tout ce passage-là où ils nous attaquent. Pendant 50 ans, on dit le chairman, Omali Chitela, a parcouru le monde entier pour demander la libération des Africains. À aucun moment donné, il a été arrêté. À aucun moment donné, il a été arrêté plusieurs fois pour d'autres raisons. Parce qu'il avait détruit une fresque sur le mur de la mairie de Tampa qui insultait les Africains. Donc on l'a mis 5 ans en prison. Toujours la même chose. Donc là, le FBI nous attaque avec un système militaire. Pourquoi un système militaire? Parce que pour battre la révolution, il faut une contre-insurrection. Et la contre-insurrection, c'est l'utilisation de l'armée qui va prendre des méthodes policières pour empêcher les insurgés ou
les révolutionnaires de continuer leur mouvement. Et on subit ça. Vous imaginez qu'il n'y a jamais eu de violence, que ce soit dans nos manifestations, que ce soit même vis-à-vis des gens qu'on vise. On fait une guerre d'abord idéologique contre eux. Mais, donc le FBI arrive, ils nous mettent ils arrêtent le chairman, Penny Hess, qui est membre de Solidarité du mouvement Ourou, et Jesse Neville, qui est aussi membre de Solidarité. Omali Yeshitila a 82 ans. Penny Hess, 76 ans. Jesse Neville, 34 ans. On nous accuse d'être des agents russes et de travailler pour détruire les États-Unis, pour mettre les idéologies russes aux États-Unis. Vous imaginez? Je suis parti tout à l'heure de l'esclavage. On a tué les gens de Black Panthers, on leur a jamais dit que c'était des agents russes. Nous sommes effectivement des descendants de Black Panthers, bien sûr, Marcus Garvey, parce que nous voulons la liberté des Noirs, nous voulons la liberté des opprimés. Aujourd'hui, nous sommes en solidarité avec les Palestiniens parce qu'ils vivent la même chose. Dans un petit périmètre. Les États-Unis, c'est grand, mais imaginez-vous, dans un petit périmètre, on vous bombarde, on vous dit que vous n'avez pas le droit de vivre parce que vous voulez votre liberté. On tue des gens qui veulent être libres. Vous imaginez? Et on parle ça, c'est la démocratie. Nous, on ne veut pas de cette démocratie-là. On ne veut pas de cette démocratie-là. Là, actuellement, aux Antilles, juste pour la vie chère, ils demandent juste de pouvoir acheter des produits à des prix normaux. On met les gens en prison. Donc aujourd'hui, le colonialisme ne veut pas mourir. Mais il faut qu'on le tue. Nous n'avons pas le choix. Nous devons mettre un terme au colonialisme. Donc pour revenir sur l'histoire du mouvement Ourou, on nous met en prison, on nous accuse. Le FBI vole 50 ans d'histoire, les portables, tout est volé. Ils ont les preuves qu'on ne travaille pas pour les Russes, parce que si vous allez aux États-Unis, on n'a pas attendu les Russes pour parler des droits des Noirs. Vous ne trouverez pas un seul Africain aux États-Unis qui porte un nom russe. Mais on nous dit qu'on est pro-russe. Donc, le verdict est tombé, et c'est ce qui nous a surpris. Un jury, parce qu'aux États-Unis, on parle souvent de blanc-noir. Un jury composé que de noirs, de blancs. Composé que de blancs. On dit qui était non coupable pour le deuxième chef d'accusation, disant qu'on était des agents russes. Et là, on devait faire 10 ans de prison. Quand on dit « on », parce que le chairman, que ce soit Jesse Neville, que ce soit Penny Hess, qui sont, entre parenthèses, ce n'est pas une histoire de combat de couleur, qui sont des blancs, qui travaillent avec nous pour demander réparation aux Américains de tout ce qu'ils ont volé à l'Afrique et de tout le travail forcé qui n'a jamais été payé aux États-Unis, des esclaves. Ils travaillent avec nous. Et c'est ça. Et c'est pour ça qu'on nous attaque aussi. Parce qu'on arrive à convaincre les gens, soi-disant, qui disent qu'ils aiment bien faire l'apartheid, les blancs, les noirs, mais on arrive à faire comprendre que nous ne nous battons pas pour une histoire de couleur de peau, nous nous battons pour nos droits à exister. Donc, le jury nous a disculpés pour ce premier chef d'accusation qui était de 10 ans. Et là, pour le deuxième, où ils disent qu'on a essayé de troubler les élections américaines. De toute façon, vous voyez bien. Hein. Même entre eux, déjà, quand ils ne sont pas d'accord, ils cherchent à se tuer. On a vu avec le futur président. Donc là, on a fait appel. En principe, le 16 décembre, il y aura le prochain procès. Mais c'est juste pour vous dire que nous ne devons pas avoir peur de ces gens-là. Nous devons rester concentrés sur notre lutte de libération. Et nous devons soutenir les Africains, que ce soit les opprimés qui sont en Palestine, que ceux qui sont aux Antilles, à combattre. Parce que le combat est le même. C'est le combat contre le colonialisme. Et le colonialisme, c'est ce qui a fait le plus de mal dans ce monde. Et les champions du monde sont les États-Unis. Et les deuxièmes sont les Israéliens. Et en passant par la France. Et ça tourne, et ces gens-là vous mettent en prison parce que vous voulez être libre. Vous imaginez? Et demain, on vous dira que ce sont des pays
démocratique, où la liberté d'expression existe, où les droits de l'homme existent, comment on peut voir aujourd'hui plus de, je ne vais pas dire 40 000 morts, hein, plus de 200 000 morts en Palestine, et les gens sont contre ceux qui dressent un drapeau palestinien. Maintenant, c'est fichu, on ne va plus les croire, ça y est. Et bien sûr, on peut pas, on peut plus. Comment on peut mettre en prison quelqu'un qui veut juste acheter un produit au prix normal? Comment on peut mettre en prison quelqu'un qui va traverser la Méditerranée pour être libre? On le met en prison. Et aujourd'hui, on dit que ces pays-là, ce sont des pays d'exemple qui ont été aidés l'Afrique. Le Mali, le Burkina, le Niger, c'est pareil. Vous étiez partis les aider. Ils sont partis les aider. Ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est devenu des petits diables. On met des sanctions. On empêche les gens de s'armer, de lutter contre, soi-disant, des terroristes. Tout d'un coup, Al-Qaïda avait disparu et ils réapparaissent comme magie. Et ils réapparaissent toujours quand les soldats de l'empire colonial sont présents. Nous ne devons pas avoir peur. Aujourd'hui, la Palestine est en train de montrer une façon de lutter contre le colonialisme et de ne pas avoir peur. Parce qu'ils sont sous les bombes tous les jours. Tous les jours, ils sont sous les bombes. Nous, en Afrique, bien sûr qu'on a nos petits colons. Cette bourgeoisie africaine qui a toujours trahi la révolution. Celle-là aussi, il faut la combattre. On ne se bat pas pour une couleur de peau. On se bat contre le colonialisme qui a plusieurs visages. Et le mouvement Ouro aujourd'hui est attaqué, pas parce que les droits américains sont bafoués, non. C'est parce qu'aujourd'hui, on arrive à toucher la population blanche américaine qui se bat à nos côtés aussi, qui comprend qu'aujourd'hui, le colonialisme, ils le subiront aussi. On le voit même ici, en France. Total vole pratiquement le pétrole dans le monde entier. Est-ce que le pétrole est gratuit ici? Quand les gilets jaunes manifestent, soi-disant, pour les prix exorbitants, que ce soit de l'essence, on ne leur donne pas ça gratuitement. Donc tout le monde subit le colonialisme. Et tant qu'on n'aura pas battu le colonialisme, il n'y aura pas de paix ni de justice sur cette terre. Que ce soit tous les océans, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit tout en bas jusqu'en Kanaki, là où les gens veulent juste leur indépendance, nous devons nous battre. Et encore de plus, elle vient de me rappeler, ils sont emprisonnés ici. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, le colonialisme, en fin de compte, est la tare. C'est la cible que nous devons aujourd'hui avoir en ligne de mire et tirer dessus à chaque fois. Parce que ces gens-là ne nous laisseront pas. Et nous aussi, nous ne nous laisserons plus avoir comme avant. Parce qu'avant, nous étions isolés. Ils ne veulent pas qu'on ait des rapports avec des Russes. On aura des rapports avec des Russes. Ils ne veulent pas qu'on ait des rapports avec les Chinois. On aura des rapports avec les Chinois. Parce que nous voulons être libres. Nous utilisons, nous ne serons pas isolés comme avant. On a tué Lumumba et les autres qui étaient isolés. Aujourd'hui, une Afrique, une nation, la liberté ou la mort, nous vaincrons. Ouro.